Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast qui s'intitulera Bat Reviews numéro 32, dédié à nos lectures Batman pas chez Urban Comics au mois de mars 2023. C'est Nico de Batman Legend et je suis accompagné de 3 autres membres de la team Batman Legend avec des habitués, notamment Siegfried. Bonjour à tous. Mais aussi Benoît. Salut. Et enfin, Aliénor Drake. Bonjour. Voilà, la fine équipe est réunie aujourd'hui pour vous parler de leur lecture du mois, donc du mois. À peu près, hein, on a un petit peu de retard sur la lecture, mais promis, on va se rattraper un jour. Sur ce, il est temps d'entamer avant que je me perde dans cette introduction qui ne finira peut-être jamais. Je vais lancer de ce pas Aliénor Drake. Tu étais la dernière introduite dans ce podcast, tu seras la première à intervenir pour nous parler de Nightwing, tome 3, Bataille pour le cœur de Blüdhaven. C'est Tom Taylor et Bruno Redondo. Écoute, parle-nous-en un petit peu de ce récit. Qu'est-ce que ça vaut ? Pour moi, ça ne vaut pas le tome précédent qui était assez spectaculaire et assez beau, mais ça vaut quand même la série. C'est-à-dire, on l'a dit depuis le début que c'est une très très bonne série qui respecte le personnage de Nightwing comme on l'aime, avec ses principes, ses valeurs, les ennemis qu'on connaît, avec toutefois des nouveaux personnages principaux, des nouveaux ennemis, et puis une belle histoire d'amour qui naît entre Nightwing et Batgirl, enfin maintenant Oracle plutôt, et donc Dick Grayson et Barbara Gordon. Là, c'est plus centré justement aussi sur cette histoire d'amour. Ce spoiler sur leur identité secrète. Aïe, 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 j'en me remettrai pas. Excusez-moi. Et donc voilà, on voit l'histoire d'amour naissante que je trouve qui est très bien traitée, avec maturité, avec sincérité, sans superflu, je la trouve très bien traitée. Je trouve que même le personnage de Batgirl, d'Oracle est super bien dessiné en fait. Enfin, je sais pas, je la trouve très adulte, très humaine. Même dans ses traits, en fait, j'aime bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé le traitement graphique de Batgirl d'Oracle, pardon, je vais jamais y arriver, dans ce tome. Justement, tu insistes sur ça, c'est-à-dire qu'il y a un traitement particulier par rapport parce que là, sur la cover, elle ressemble quand même à Batgirl. Moi, je n'ai pas lu le récit, hein, donc du coup, je pose des questions de néophyte dans le domaine. Il y a un traitement spécial par rapport à sa identité d'Oracle ou non. Non. Ok. Pas spécifiquement. D'ailleurs, en fait, durant toute la série, elle joue un peu les deux. Elle joue à la fois Oracle et Batgirl. C'est-à-dire, Oracle, c'est quand elle est en back-office, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est à son ordinateur en train de guider et d'aider Nightwing. Donc là, elle fait office d'Oracle. Et en fait, dès qu'elle intervient sur scène, elle est Batgirl. Voilà. Okay. Alors, elle est beaucoup intervenue dans le tome précédent, ce qui a donné lieu à de superbes scènes. Graphiques et scénaristiques, mais dans ce tome-là, elle intervient beaucoup moins. En tant que Batgirl, elle est soit Oracle ou soit Barbara Gordon. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle apparaît sous les deux identités, en fait. Okay. Et je trouve que c'est bien fait. On a aussi... Pardon, il y a un bruit chez moi qui me gêne. On a aussi le traitement du personnage de la mère de Gotham, qui est, je dirais, qui est amplifié. Bien qu'il y ait quelques défauts, il y a une scène notamment où on a vu le danger arriver comme le nez au milieu de la figure et que la personnage ne le voit pas du tout arriver. Il est peut-être un petit peu naïf, un petit peu simplette. Après, tout dépend le nez de la personne. Je veux dire, le nez de Voldemort n'est pas forcément le même que celui d'Ibrahimovic, mais effectivement, bon, voilà. En tout cas, on a compris effectivement que c'était peut-être un peu gros, c'est ça ? Voilà, on se dit qu'elle est pas fut la nouvelle mère, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, c'est peut-être quelques petits défauts scénaristiques par-ci par-là. Moi, ce qui m'embêtait dans les 2 premiers tomes, c'est qu'on ne voyait toujours pas. Alors, il y a un personnage, un gros ennemi qui est annoncé, l'homme sans cœur, qui arrache les cœurs de personnages, de tout le monde en fait, de gens qui le désignent. Ces cœurs lui servent à rester en vie parce que son cœur, en fait, son organisme fait mourir son cœur.
et le cœur des autres qui s'approprie. Et donc, au fur et à mesure, il doit s'emparer de cœurs d'autres personnes. Et on se dit que ça va être un super ennemi assez gore en plus. Enfin, c'est très gore la façon dont il tue les personnes. Alors rassurez-vous, c'est un peu adouci par le dessin, mais la première fois que j'avoue que moi qui suis archi sensible concernant la violence, ça m'a un peu écœuré le premier dessin que j'ai vu de cet homme arrachant le cœur d'un personnage. Après, on s'y habitue, comme quoi on s'habitue à toute violence. Et donc, ce personnage est teasé à chaque fois, il apparaît un peu, on se dit qu'il va vraiment entrer en scène. Donc, tome 1, bon, normal qu'il entre pas en scène tout de suite, on se dit il va apparaître au tome 2. Bon, tome 2, toujours pareil, il est teasé, puis à la fin, hop, il apparaît. On se dit, bon, ça y est, le tome 3, ça va être lui le méchant. Et ben non, toujours pas. Voilà. Toujours pas. C'est Mais toujours ça, c'est pour que tu Blockbuster. lises le tome 4, Aliénor. Ouais, non, là, pareil, au tome 4, au tome 3, à la fin, hop, c'est lui qui va être le méchant. Bon, là, j'y crois plus, en fait, pour le tome 4, quoi. Je me dis que, bon, je sais pas. Donc, bon, on verra. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on y croit un peu plus sérieusement. Voilà, mais je ne vais pas spoiler. Il y a un gros spoil, enfin, il y a un gros truc qui arrive. Oui, alors déjà que tu as débuté ton intro en spoilant les identités de Nightwing et Oracle, hein, ouais, on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, effectivement. Donc voilà, là j'y crois peut-être enfin à l'arrivée de cet homme sans cœur comme un ennemi principal de Nightwing, et ça risque d'être intéressant parce que bon, Blockbuster ça va bien 2 minutes, mais on le connaît bien. Voilà, ça reste. C'est pour ça qu'on aime aussi cette série, c'est que ça reste du classique. C'est le Nightwing comme on l'aime, c'est le grand classique, le Nightwing avec ses valeurs, qui veut aider les autres, qui veut pas risquer la vie de sa famille, etc. Et qui a cet ennemi emblématique Blockbuster que bon, moi c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, donc voilà, j'en ai un peu marre de Blockbuster. Donc j'aimerais bien que l'homme sans cœur arrive, et je pense qu'au tome 4, enfin, on va l'avoir. Voilà. Donc que du bon quand même. Alors c'est vrai que après le tome 2 qui était assez spectaculaire, bon, ce tome 3 apparaît un peu plus classique, mais c'est tout bon, enfin c'est très bon. Enfin, je sais pas après ce que vont dire mes camarades de classe, mais Siegfried, regarde, il est en souris d'avance. Voilà, pour ouais. ceux qui nous regardent sur YouTube, je sens qu'il va envoyer peut-être, je sais pas, je n'ai pas d'infos. Écoute, alors, Siegfried ou Benoît, qui veut se lancer en premier pour rebondir sur ce que disait Aliénor? Vous êtes d'accord déjà? Tiens, Benoît, vas-y. Tu es d'accord sur ce que dit Aliénor? Oui, moi j'ai bien aimé ce récit. J'aime bien le côté politique en fait qu'il y a autour de Nightwing, voir la façon dont il gère également il gère sa fondation. Ça c'était pas mal. Je suis d'accord avec Aliénor. Enfin la relation Batgirl, Nightwing, ça y est, ça passe un cap. Enfin, après des dizaines d'années. Ça y est, enfin. Et voilà, et elle est plus mature que lui. Ça aussi, ça se voit dans les dialogues qu'ils ont, surtout à la fin du tome, Ouais, exactement. avec cette sempiternelle discussion du super-héros qui est maintenant insupportable. Oui. Je peux pas parce que je vais te mettre en danger, mais elle est en danger constamment. C'est pas la peine de faire cette scène-là, ça sert à rien. Exactement. Voilà, ça Ça sert à m'énerve rien. aussi. Donc non, moi j'aime bien aussi ce tome et le sans cœur, j'attends aussi qu'il passe à l'action. Hein. Siegfried, pour toi, du coup? Alors, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec quelque chose que j'ai cru ressentir de l'avis de mes camarades, mais qui ne l'ont pas dit explicitement, c'est que c'est chouette, parce qu'on aime la fraîcheur de cette série Nightwing, mais cette fraîcheur a quand même tendance à s'estomper un peu, probablement parce que dans la longueur, forcément, l'effet de surprise des 2 premiers volumes se dilue, et ça c'est normal. C'est difficile de retrouver toujours constamment la même fraîcheur alors que c'est le même scénariste qui raconte les mêmes histoires, avec les mêmes super vilains et le même dessinateur au pinceau, d'autant que finalement ça se renouvelle comme assez peu. Voilà, comme je disais, on a le même casting on a exactement le même casting secondaire dans tous les volumes. Et j'ai trouvé que graphiquement ça envoyait peut-être un peu moins que les précédents. Enfin, je me souviens dans les 2 volumes précédents, c'est toujours Bruno Oui. Redondo qui le dessin, il est toujours excellent, mais il y avait quand même des planches qui vraiment arrachaient la rétine, pour le dire un peu vulgairement. Et là, je crois pas avoir ressenti ça une seule fois dans ce volume. Donc, je sais pas, j'ai senti qu'il était peut-être un peu plus en pilote automatique, ce qui reste très bon, mais voilà, il y a pas cet effet de décrochage de mâchoire graphique qu'on pouvait apprécier dans les précédents volumes. Et de même, scénaristiquement, il n'y a pas de moment où je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment chouette, alors que ça pouvait arriver dans les tomes précédents. Il y a quelques dialogues qui sont assez savoureux, parce que ça reste Tom Taylor qui est un excellent dialoguiste par ailleurs.
Et l'action est toujours bien gérée, ça avance constamment, on s'ennuie jamais, il y a toujours quelques bonnes touches d'humour. Il y a un moment que j'ai particulièrement apprécié, c'est un super vilain qui fait des doigts d'honneur en lançant des insultes et en fait, il y a un petit logo, Comics Authority sur ses doigts d'honneur et sur chaque insulte qu'il profère. Donc voilà, c'est le genre de petite touche d'humour qu'on aime beaucoup, un peu méta, qu'on aime beaucoup chez Taylor, mais c'est peut-être un peu la seule vraie trouvaille, scénaristico-graphique du volume. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que peut-être qu'ils savent un peu moins quoi raconter. C'est aussi le problème de prolonger à ce point l'intrigue de Blockbuster alors que c'est un personnage, un antagoniste dont on se fiche un petit peu. Enfin, oui, d'accord, c'est une grosse brute, intelligente, mafieuse, comme on a déjà vu des milliers, qui n'a absolument rien de spécifique. Et pour moi, ça reste un des défauts de cette série Nightwing, c'est que le casting secondaire dont on attend constamment qu'il revienne un peu sur au premier plan, bah, reste complètement secondaire. Et bon, le personnage de Mère, je m'en fiche un peu, Blockbuster, je m'en fiche un peu, l'assassin sans cœur, bah, comme dit, on n'arrête pas de le teaser. Et là, on le voit un peu plus. En fait, il se fait démolir la figure par rapport à ce qu'il se laisse prendre par surprise. On est supposé le reprendre au sérieux par la suite, donc ça marche pas trop. On parle de Maroni aussi, mais pareil, il arrive juste pour. On a l'impression pour occuper l'espace, pour continuer de faire durer l'intrigue, mais sans rien apporter en soi. Donc finalement, à part Nightwing, un peu Barbara, même si Barbara aussi est au second plan, les personnages sont pas vraiment travaillés, on n'a pas vraiment l'impression d'un univers organique. Comme, je sais pas, moi, l'un des exemples que j'ai, ça reste la Catwoman de Brubaker, par exemple, où malgré l'intervention de beaucoup de personnages nouveaux ou déjà connus dans un univers sur un personnage secondaire, ben, on sentait vraiment quelque chose d'organique avec un univers qui avançait ensemble et beaucoup de personnages auxquels on avait envie d'adhérer. Là, ces personnages-là, on sait très bien qu'on les verra jamais dans du Batman en continuité, par exemple, et en fait, on s'en fiche complètement. Et le jour où Nightwing s'achève, c'est pas eux qui nous manquent, c'est pas eux qui nous manqueront. Et voilà, pour moi, ça fait partie des défauts d'une série qui reste chouette, mais qui s'essouffle un peu, enfin, qui ne parvient pas à retrouver le même souffle de fraîcheur qu'elle avait au début. C'est peut-être fatalement, peut-être parce que les auteurs sont en pilote automatique et du coup peinent à se renouveler, mais c'est un peu triste qu'on retrouve pas un peu le miracle qu'étaient quand même les deux premiers volumes de Nightwing. Après, c'est peut-être on dit souvent que après un beau truc, il y a un petit moment qui s'essouffle pour mieux rebondir. Je me dis que c'est peut-être ça. Je sais pas. Enfin, je sais pas souvent. Souvent, Peut-être il que y a. l'arrivée la fameuse arrivée tant attendue depuis 3 tomes de l'homme sans cœur finira par créer ce rebond dont tu parles, Alinor, peut-être? On espère, mais je suis complètement d'accord avec, malgré tout, avec Siegfried, c'est dans le sens où même si l'homme sans cœur arrive et tout, ouais, on l'oubliera vite en fait. Enfin, je pense pas qu'il restera dans l'univers de Nightwing, même. Enfin voilà, je pense pas. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il aurait plus d'intérêt que Blockbuster, qui est assez ennuyeux en fait comme personnage, je trouve. Donc, D'ailleurs, symptôme intéressant, l'un des numéros est intégralement dessiné par Geraldo Borges qui essaie d'imiter le trait de Redondo en un peu moins bien, mais c'est la première. Il me semble que c'est la première fois que Redondo semble ne pas avoir eu le temps de fournir ses planches à temps et du coup a dû être remplacé par quelqu'un sur un fascicule. Donc c'est peut-être aussi le signe que voilà, ouais. un signe qu'il y a quelque chose qui se passe moins bien parce que voilà, ça continue de durer alors même que les gens n'ont plus le temps de bien travailler les choses et qu'ils peinent à retrouver le miracle initial. C'est possible effectivement. Bon, en tout cas, ça reste quand même un volume plutôt intéressant, même s'il n'est pas à la hauteur des 2 premiers. Ça reste une lecture intéressante et on entame du coup ce podcast sur du positif tout de même. C'est à noter. Alors, pour la suite de ce podcast, on va dire au revoir définitivement à Aliénor Drake qui va nous quitter pour ce Définitivement pour ce podcast. soir. Hein. Pour ce soir uniquement. Souhaite. Elle reviendra dans un autre podcast, je l'espère. Merci Elena pour ta participation à ce podcast et ton petit débriefing sur Nightwing. Au Et revoir. puis, salut. Et puis, il y a Benoît qui nous quitte, mais lui, temporairement, pour ce soir aussi. Voilà, il nous quitte seulement pour quelques minutes et on va profiter, le temps que Benoît ne soit plus là pendant quelques minutes, on va profiter avec Siegfried pour bien faire le point sur une lecture qui a été teasée. Enfin, c'est une review, on va dire, qu'on a teasée depuis plusieurs mois parce qu'elle a été publiée fascicule par fascicule. C'est Batman Gotham Knights, Gilded City, donc c'est le fameux récit qui était attaché au jeu vidéo Batman Gotham Knights. Que Urban Comics a publié sous le format de fascicule classique, donc épisode par épisode. Il y en a eu 6 au total. Et Siegfried, du coup, on s'était dit que on attendrait et que tu attendrais la sortie du 6e épisode qui est arrivé lors de ce mois de mars pour nous parler de la série en entière. Alors, le début, j'ai cru comprendre dans nos premiers échanges que c'était pas terrible. Est-ce que c'était mieux à la fin ?
Non, pas du tout, et c'est même pire quelque part. Ah Disons que mince. la promesse de Guild of City, c'était d'être un comics préquel à Gotham Knights. D'accord. Bon, le problème, c'est Ouais. qu'au début du jeu vidéo Gotham Knights, Batman meurt supposément. Enfin, c'est l'un des postulats de Gotham Knights, c'est que on incarne justement la Bat Family après la mort de Bruce Wayne qu'on voit dans le jeu vidéo. Donc autant dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir dans un comics préquel, puisque si à la rigueur ça s'achevait sur la mort de Batman, ça serait assez spectaculaire, mais non, puisqu'il meurt dans le jeu vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer qui peut servir de préquel? Bah en fait, on comprend pas trop parce que toute l'intrigue tourne autour d'un virus qui en fait n'a pas d'impact dans le jeu vidéo et concerne des personnages qu'on ne reverra pas dans le jeu vidéo et qu'on n'évoquera même jamais dans le jeu vidéo. Donc en fait, c'est pas du tout C'est un le préquel. concept. Voilà, c'est un préquel à rien du tout, qui joue juste abusivement d'un pseudo-lien avec le jeu vidéo pour se vendre, puisque je vous rappelle que, indépendamment du nom Gotham Knights qui est assez gadget, la promesse qu'en fait le seul truc qui va faire vendre le comic, c'est qu'il y a un code unique compris dans chacun des fascicules, code unique qui permet de débloquer je sais pas quoi dans les jeux vidéo, donc à la rigueur c'est ce qu'ils avaient Ouais, déjà des tenté. skins ou ce genre de choses, ouais. Voilà, probablement. Donc ça, à la rigueur, c'est toujours chouette, d'autant que chaque fascicule coûte 4,90 €. Bon, ça reste quand même, chaque fascicule ne fait quand même que 35 pages, hein. Donc mis bout à bout, on arrive quand même qu'à 150 pages pour une valeur d'une trentaine d'euros. Bon, moi, ça me paraît pas hyper intéressant par rapport à d'autres choses qu'ont pu faire, que peut publier par ailleurs Urban. Mais voilà, pour moi, c'est véritablement problématique parce que c'est une promesse de préquel qui n'est pas du tout tenue, pour une intrigue qui du coup n'est pas du tout intéressante. Et pour un contrat qui est totalement incompréhensible parce que l'antagoniste principal s'avère être Vandal Savage. Donc ce qui est intéressant parce que les personnages enquêtent dans la Gotham contemporaine sur un virus et découvrent qu'en fait il a déjà été question de ce virus 100 ans avant dans une époque, une supposée époque coloniale. Et on retrouve donc le même antagoniste, Vandal Savage, à la fois à l'époque contemporaine et à 100 ans, puisque Vandal Savage est un personnage d'immortel qui traverse le temps. Donc, à la rigueur, ça, en termes d'intrigue, c'est intéressant. On se demande ce qui a pu échouer il y a 100 ans pour arriver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on retrouve le même personnage à deux époques complètement différentes. Bah, ça ajoute quelque chose, une certaine tension et un certain suspense, d'autant que Savage est comme un personnage qui est plutôt intéressant, même s'il n'a jamais eu vraiment trop d'intrigues importantes dans les histoires des comics. On invente un nouveau personnage qui est le personnage de la fugitive, de même qu'on tease à l'époque contemporaine, mais on se demande comment ça peut arriver parce qu'elle a déjà été dans le passé, donc là c'est expliqué dans le volume. Mais encore une fois, voilà, on, on fait vraiment monter la sauce avec des nouveaux personnages et des personnages connus qui en fait n'auront strictement aucun impact dans le jeu vidéo. Donc à la rigueur, on pourrait se dire que l'histoire du virus tourne un peu autour de la cour des hiboux, mais la cour des hiboux n'apparaît vraiment qu'en arrière-plan. La cour des hiboux qui pour le coup fait partie des antagonistes principaux de jeux vidéo Gotham Knights, mais elle est vraiment juste en arrière-plan, sans aucune caractérisation, sans aucun intérêt. Donc non, ça c'est là vraiment le rapport entre le jeu vidéo et le comics est complètement gadget. Donc on pourrait se dire bon, c'est pas très grave si l'histoire en soi est intéressante, même si voilà, dépourvu de ce côté préquel, on retire déjà beaucoup du potentiel d'intérêt du comics. Et non, en fait, cette histoire elle est vraiment pas très intéressante. Enfin, comme je dis, c'est une histoire de virus qui est complètement banale. En plus, comme ça se déroule dans 10 fascicules de 35 pages, donc vous imaginez qu'il n'y a pas vraiment l'espace pour raconter quelque chose, et en plus sur deux temporalités différentes, donc ça, avec beaucoup de personnages secondaires à la fois à l'époque contemporaine et dans le passé, donc ça dilue encore le nombre de pages qu'on peut consacrer à l'intrigue avançant en tant que telle et sur les personnages principaux, donc ça donne vraiment l'impression qu'on voit une histoire qu'on a déjà vu des centaines de fois de virus, enfin désolé, mais un virus qui se répand à Gotham, bon oui c'est On l'a vu quotidien en quelques fait. fois. Oui, voilà, c'est juste, c'est juste une habitude quotidienne des habitants de Gotham. Ça n'a absolument pas à faire l'objet d'un comics à part entière et ça ne permet pas du tout d'ajouter de la personnalité au comics. Si à la rigueur, les nouveaux personnages présentés dans le comics avaient un avenir dans la continuité, bon, on pourrait se dire, bon, ils sont pas très intéressants, mais voilà, on bâtit quelque chose qui est amené à revenir, mais en fait, pas du tout. Donc, comme ils sont pas amenés à revenir, le peu d'intérêt qu'ils ont là perd encore plus de l'intérêt et je comprends juste pas. Voilà, ce comic qui non seulement n'est pas un vrai préquel, mais en plus crée une incohérence majeure parce qu'encore une fois, ça présente des personnages qui sont supposés être présents à l'époque contemporaine dans la continuité de Gotham Knights, mais qu'on ne revoit pas dans le jeu vidéo Gotham Knights, alors qu'ils auraient totalement leur place dans le jeu vidéo vu l'importance qu'ils sont supposés avoir dans le comics. Donc au lieu d'être un préquel, ça crée une incohérence entre le comics et le jeu vidéo, ce qui est l'exact contraire en fait de ce qu'on attendait de ce contrat. Il y a quelque chose qui soit m'échappe complètement, soit est complètement débile. Donc peut-être qu'on saura m'expliquer à quel point j'ai tort dans les commentaires, je l'espère, parce que sinon je suis un petit peu concerné. Au moins, ce que je reprochais aux 4 précédents fascicules, c'est qu'il se passait quand même pas grand-chose, parce qu'on voyait que le but était juste d'amener une grande séquence d'action à la fin, et effectivement, il se passe enfin des choses. Du coup, ça va juste beaucoup trop vite. Enfin, on a du mal à se concentrer sur chacun des combats qui se déroulent à deux époques avec beaucoup trop de personnages auxquels on ne s'intéresse pas, donc ça n'aide pas à ajouter l'attention, mais au moins, il y a de l'action qui est pas toujours très bien dessinée, mais enfin, il y a quelques planches qui vont quand même. Vandal Savage n'est pas trop mal fait, par exemple. Les fugitifs sont plutôt bien représentés. Donc, au moins, ça se lit sans gros désagréments,
mais mais sans intérêt non plus, et surtout ça justifie pas de se farcir les 4 précédents fascicules qui eux étaient encore plus faibles que ça. Donc que vous aimiez ou pas le jeu vidéo, en fait, ça n'a aucun intérêt. Que vous aimiez si vous aimez les comics, c'est vraiment pas un comics intéressant, important. C'est aussitôt publié, aussitôt oublié. Et je pense que Urban en sont les premiers conscients. Jamais ils ne publieront d'édition reliée de ce truc qui n'avait aucune raison d'exister et n'a aucune raison de perdurer. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que comme tu disais, c'est quand même censé être un préquel aux jeux vidéo et puis voir qu'il n'y a aucun lien comme ça qui relie vraiment ce préquel, soi-disant préquel, parce que ça ne l'est pas finalement, aux jeux vidéo. Et puis, je répète, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à ça. Bon, assez surprenant. En tout cas, si vous avez une explication à nous fournir sur l'intérêt de ce Batman Gotham Knight Gilded City, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur batmanlegend.com ou les réseaux sociaux. En tout cas, on vous lira. Et bon, ça nous intéresse parce que visiblement, Siegfried est passé à côté. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un récit comme ça qui est censé être rattaché à un jeu vidéo et qui ne propose rien en rapport avec ce jeu vidéo. Bref, du coup, Benoît, vous le voyez si vous êtes sur YouTube à nous regarder, est revenu parmi nous. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec notre prochaine lecture, puisque je ne vais pas sonner l'alerte pour Gilded City. Est-ce que je dois sonner l'alerte, Siegfried, pour Flashpoint Beyond? On le saura à la fin de cette review, c'est le prochain récit que l'on va évoquer, et puis je vais donner la parole au revenant, Benoît. Parle-nous un petit peu de ce Flashpoint Beyond. Est-ce que c'est bien? Moi, je vois un Batman version Flashpoint Thomas Wayne en couverture, je peux te dire que j'ai des poils qui sont déjà hérissés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? La réponse n'est pas si simple que ça. C'est du Geoff Jones, je sais pas comment on le prononce. Joe Jones, ça fait suite à ce qu'il avait fait sur comment ça s'appelle déjà, le Badge et Ouais. j'ai un trou de mémoire avec la suite de Watchmen. Pardon? Doomsday Clock. Voilà, Doomsday merci Clock, ouais. Siegfried. Ça fait pour moi, c'est la suite de ça. Alors, je peux peut-être me tromper. C'est ça. Hein. Voilà. Et c'est vrai que moi aussi, la couverture me donne énormément envie. Les dessins, surtout dans les premiers chapitres, me donnent également bien envie, puisque ça suit les histoires courtes qui avaient été faites sur le Batman et sur les personnages de cet univers-là. Après, honnêtement, à l'intérieur, toute l'histoire est, je trouve, compliquée pour pas grand-chose finalement. Donc, ça suit aussi également le run de Tom King, hein, puisque ça se raccroche à ça également. Donc, moi, étant donné que je n'ai pas un amoureux de Tom King sur ce run-là, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché. Et je trouve que ces histoires de voyage temporel, voyage dans les paradoxes, etc., c'est inutilement compliqué. Voilà. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, je suis pour l'euthanasie. Voilà, lorsqu'il y a des choses qu'à un moment donné qui sont mourantes et balbutiantes, à un moment donné, il faut savoir crever l'abcès et il faut savoir laisser mourir les choses. Et ce que Batman, Bruce Wayne en l'occurrence, n'arrive pas à faire. Et c'est peut-être dommage d'une certaine façon. Voilà. Mais donc c'est bien, mais pas top pour moi. D'accord, Siegfried, toi, t'es convaincu ou pas par ce Batman, ce Flashpoint Beyond? C'est pas un Batman, c'est Flashpoint Beyond. Alors moi, ça a plutôt été une bonne surprise, parce que justement, Ah Flashpoint est quand même paru il y a 12 ans. Donc Mhm. on se demandait s'ils allaient faire quelque chose de ce concept, parce que je rappelle que l'intérêt de Flashpoint, c'est d'avoir créé cette espèce d'univers où Thomas Wayne est devenu Batman suite à l'assassinat de Bruce, tandis que Martha devenait le Joker. Donc ça crée... Et Thomas Wayne, évidemment, comme on l'imagine, devenait une espèce de Batman hyper violent, tuant les criminels, mais accoquiné aussi à la mafia, dont le pingouin est l'un des sbires. Enfin voilà, ça crée vraiment un univers totalement différent, mais assez cohérent, assez intéressant, beaucoup plus dark, avec en plus un Thomas Wayne qui est toujours assez classe en Batman. Donc c'est assez intéressant, et bizarrement, ce concept avait vraiment été sous-exploité. Et tout à coup, effectivement, il y a quelques années, on a commencé à avoir des histoires secondaires dans l'univers de Flashpoint pour essayer
d'étendre cet univers, mais on se demandait un peu où ça allait parce que raconter juste ces petites histoires par petites bribes, bah, c'était pas super intéressant, sachant qu'on savait pas du tout si c'était supposé poser quelque chose ou juste être là pour capitaliser sur le succès de Flashpoint 10 ans après, mais ça paraissait un peu gratuit. Donc enfin, on a un grand récit sur Flashpoint qui, effectivement, comme l'a bien dit Benoît, est plutôt dans la suite directe à la fois de Doomsday Clock et du run de Tom King. Donc, ce que ça garde du run de Tom King, en fait, c'est que Thomas Wayne, entre-temps, a voyagé dans les univers et est revenu sur Terre Prime, sur la vraie Terre, et du coup a rencontré, effectivement, dans le run de Tom King, le vrai Batman, Bruce. Et donc, il estime que ces espèces de paradoxes entre les mondes ont été réparés, et il ne comprend pas, au début de Flashpoint Beyond, pourquoi il se retrouve de nouveau dans son univers à lui. Donc dans son univers où Bruce est mort, et alors que il sait désormais que son univers n'est pas le vrai univers, pour le dire entre guillemets. Et donc toute sa quête pendant Flashpoint Beyond, ça va être d'essayer de renverser les choses, à la fois de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi lui se retrouve là alors qu'il pensait que son univers n'existait plus et n'était plus légitime, et d'essayer de refaire advenir l'univers où Bruce est vivant, parce que son obsession à lui. Et ça, c'est que ce qui est assez chouette. Enfin, je pense que ça peut beaucoup parler au cœur de pas mal de gens. Son obsession, malgré toute sa violence au côté obsessionnel, qu'il assume complètement, c'est juste de ne plus exister pour être de nouveau dans un monde où c'est son fils qui est vivant. Parce que son fils est un meilleur Batman, mais aussi parce que c'est son fils, qu'il l'aime profondément et qu'il sait que son fils fait un meilleur travail que lui. Donc voilà, c'est une quête qui est quand même plutôt chouette, quoi qu'on pense de ses méthodes à lui. Et donc, même quand il aura des occasions de sauver son monde, par exemple, il va vraiment les refuser parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de sauver Bruce. Donc ça, c'est un côté linéaire, une intrigue assez émotionnelle que je trouve assez touchante. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un très bon juste milieu, je trouve, entre Doomsday Clock, Flashpoint et Earth One, dans le sens où Doomsday Clock, ce qui pouvait perdre beaucoup de lecteurs, c'est que c'était un comic qui était vraiment purement méta. Ça commençait avec une espèce d'intrigue de suite à Watchmen, mais en fait on s'en fichait complètement, et toute l'intrigue c'était juste quel est le vrai univers, quel est le vrai Superman, quelle est l'essence d'un comics, quelle est l'essence d'un super-héros. Enfin, c'était juste une espèce de méditation méta sur l'univers des comics, des super-héros, dans l'univers des mondes réels et des mondes parallèles dans l'univers d'ici. Et bon, bah, finalement, c'était extrêmement cérébral, extrêmement intellectuel, et ça pouvait ne pas du tout répondre à l'exigence de certains, à ce qu'on pouvait attendre de certains lecteurs. Flashpoint, au contraire, voilà, on est dans le côté de Flashpoint, mais ça pouvait paraître un peu linéaire avec un univers qui était un peu sous-exploité. Et Earth One, parce que, encore une fois, on sait que Geoff Jones, il adore créer des univers alternatifs, et donc son grand univers alternatif, c'était la Terre d'Earth One, dont je vous renvoie au podcast qu'on avait fait récemment il y a quelques mois, sur le tome 3, qui était une vraie déception, parce qu'on estimait que ce qu'il avait fait avec sa Terre alternative finissait quand même complètement de boudin, où il parvenait pas du tout à aller jusqu'au bout de ses concepts soi-disant novateurs, et ça finissait n'importe comment. Donc là, on a l'impression qu'il prend un peu sa revanche sur ce qu'il n'avait pas pu faire dans Earth One, pour recréer enfin effectivement un univers alternatif, cette fois qui est intéressant, comme le disait Benoît, mais moi pour le coup je trouve ça plutôt positif, en ayant une approche qui est quand même plutôt cérébrale à base de voyage dans le temps, d'univers alternatif, mais tout ce côté méta complexe cérébral n'est qu'un enrobage pour raconter en fait une histoire qui est hyper simple de deux personnages qui tentent de retrouver leur humanité, parce qu'on va aussi reparler de la femme de Harvey Dent, et on va reparler de Martha Wayne, et à chaque fois on va essayer de comprendre un peu leur motivation. On a aussi le fils de Harvey Dent et de son épouse, je suis désolé, je me souviens pas du nom de son épouse, qui va avoir un rôle croissant aussi dans, dans l'intrigue. Et donc à chaque fois, malgré tout ce côté hyper cérébral qui peut rappeler, on peut dire les mauvaises heures, moi j'aime beaucoup, mais les mauvaises heures de Doomsday Clock, tout ce côté cérébral n'est en fait qu'un enrobage pour donner de l'ambition et de l'ampleur à des sentiments humains qui sont toujours extrêmement primaires, de personnages qui cherchent juste à retrouver quelque chose qu'ils ont perdu, retrouver leur fils, retrouver leur famille, retrouver la raison, retrouver leur amour. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est assez beau, et voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Enfin, c'est pas une surprise, du coup, que j'apprécie généralement le travail de Tom King, parce que c'est exactement ce qu'il fait d'habitude aussi. C'est l'enrobage cérébral pour raconter de façon complexe et originale des émotions qui, en fait, sont très simples. Ça caractérise un peu tout le travail de Tom King depuis le début. Et ça caractérise vraiment bien ce travail de Geoff Jones. Et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver Jones, parce que je trouve qu'il s'était quand même vraiment perdu, comme on l'a dit avec Earth One 3, qui était vraiment extrêmement décevant, avec les 3 Jokers dont on savait pas vraiment où ça allait, enfin, qui semblaient vraiment complètement paumé. Et là, enfin, on retrouve le Jones qui est, on le considère généralement comme l'un des grands architectes, un peu comme Morrison ou Mark Waid, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent sur le bout des doigts tous les petits aspects, tous les petits secrets de l'univers d'ici, et qui essaient de tout synthétiser
pour faire une vraie œuvre syncrétique, mais qui du coup peut parfois être un peu complexe, un peu perdre les lecteurs. Là, je trouve il parvient à montrer à quel point il maîtrise tout ça, mais pour raconter quelque chose qui quand même reste émotionnel, reste linéaire malgré malgré tout cet enrobage, et pour une histoire qui sait exactement ce qu'elle veut raconter et qui le raconte. Et il y a quelques moments où ça se perd un petit peu, mais globalement, ça aboutit exactement là où ça devait aboutir. Et moi, ça m'a vraiment fait passer un bon moment que je n'attendais pas, parce que comme j'ai dit, j'attendais plus grand chose de Geoff Jones, j'attendais plus grand chose d'Assassin's Creed Flashpoint. Et pour le coup, ça se justifie vraiment de relire ça. On vous dit récit complet, mais en fait, si vous avez lu Doomsday Clock et surtout Flashpoint, évidemment, vous verrez vraiment toute l'ampleur et toute l'ambition de ce volume. Et voilà, ça me fait plaisir de revoir tous ces personnages avec tous ces auteurs qui retrouvent enfin vraiment l'ambition et tout le travail. Eduardo Risso qui fait le début est vraiment chouette. Il essaye d'imiter un peu Frank Miller sur Dark Knight Strikes Again, donc avec une approche un peu laide, on peut le dire, enfin un peu carré, mais hyper expressionniste. Et voilà, voir cet expressionnisme en diable, donc le trait qui est complètement soumis au fait d'exprimer autant que possible l'ambiance et les sentiments des personnages, c'est que ce que j'apprécie assez. Mais ensuite, il est remplacé par Herman Nico et Michael Ranin, dont on sait à quel point ils sont talentueux, qui sont associés pour la plupart des fascicules suivants. Et bon, ces deux dessinateurs dont on sait à quel point ils sont formidables. Et là, effectivement, leur collaboration est absolument exceptionnelle aussi. Bon, Gary Frank, en fait, on vous dit qu'il dessine des choses, mais en fait, il dessine juste quelques pages à la fin qui refont le lien avec Watchmen, donc ça, à la rigueur, c'est un peu oubliable, mais toute la collaboration entre Herman Nico et Michael Ranin, on sent vraiment à quel point ils sont en symbiose aussi avec ce que veut raconter Jones, et il porte vraiment excellemment bien ce récit qui est complexe et qui est tellement mieux que tout ce qu'on a lu de Jones récemment. Donc, si vous dites que F1 était décevant, donc il n'y a aucune raison de relire un autre Elseworld de Jones, rassurez-vous, vraiment là au moins il sait où il va, il sait ce qu'il veut raconter, et ça fait du bien. Ouais, tu Ouais, parlais de Herman Nico et de Michael Ranin. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ces deux dessinateurs espagnols? Enfin, Herman Nico, oui, il est espagnol aussi, je crois. Ouais. Il est pas mexicain Non. et Ou mexicain, peut-être? Ah, peut-être, ouais. Ah non, espagnol. Ouais, espagnol, ouais. Bon, non, Non, Bah, ils parlent vas-y. français tous les deux. Voilà. Voilà. C'était la petite anecdote. Benoît, tu voulais intervenir, excuse-moi, vas-y. Non, ce qui est bien par contre avec ce Batman, ce Thomas Wayne, c'est son côté jusque boutiste finalement, puisqu'on le voit faire, enfin, je vais pas dire des erreurs, mais vraiment il a un objectif et il va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et voilà, la phrase qu'il a dans le comic, c'est de toute façon rien n'a d'importance. Je crois que c'est ça. Et la façon, par exemple, dont il va traiter le Barry Allen, voilà, rien ne compte, où il va traiter le Barry Allen de cet univers qui est totalement horrible, horrible, mais d'une certaine façon, il s'en tape, puisqu'il a un objectif et c'est de changer le monde. Donc pour lui, ça n'a pas d'importance ce qu'il va faire. Et c'est vrai qu'à la fin, le voir du coup assumer finalement son rôle de Batman et partir essayer de sauver son monde, tu as quand même commis beaucoup, beaucoup d'atrocités pour en arriver là, quoi, pour avoir ce changement. Donc c'est particulier, mais moi j'aime bien ce Batman. On le retrouvait aussi dans les New 52, dans Earth 2, je crois bien, qui était sympa aussi. Donc voilà, le personnage est sympa. Enfin, on a une histoire originale parce que à force, on a plein de comics sur les terres parallèles et dont on a l'impression qu'en fait, ça ne parvient pas à raconter quelque chose. Et là, je trouve que baser tout le concept de Flashpoint Beyond sur le fait que rien ne compte. Siegfried, on t'entend un peu de loin. Ouais, voilà. Merci. Allô? Vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux, Ouais. c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Voilà, une des choses que moi j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a enfin une intrigue qui ressemble à quelque chose d'original, alors que généralement avec les intrigues de terres parallèles, on se demande toujours, mais pourquoi avoir créé une terre parallèle pour raconter des choses qui rappellent à ce point les schémas qu'on connaît déjà. Or là, tout est basé sur ce concept de rien ne compte, parce qu'effectivement Thomas Wayne, comme de toute manière ce qu'il veut faire, c'est que son univers n'existe plus et que seul existe de nouveau la Terre Prime, enfin la Terre où Bruce Wayne est Batman. Il peut tuer qui il veut, il peut faire absolument ce qu'il veut, il se fiche complètement de la guerre que se livrent les Atlantes et les Amazones. Rien ne compte. Et en fait, ça pose aussi la question de savoir effectivement qu'est-ce qui compte dans une terre parallèle, à quel point est-ce qu'on peut faire n'importe quoi. Ce qui est étonnant parce que même Jones lui-même n'était pas parvenu à aller jusqu'au bout de sa démarche dans F1, et là, poser la question aussi une question méta aussi frontalement, je sais pas, j'ai trouvé ça assez malin, d'autant qu'évidemment c'est une phrase qui revient. Enfin voilà, c'est Jones quoi, il a une approche un peu qui peut rappeler un peu Nolan quoi, c'est la phrase «rien ne compte», elle revient régulièrement dans le comics, avec évidemment des personnages qui disent «mais si tout compte». Enfin du coup, il y a une vraie volonté de méditation sur
quels sont les actes qui ont de la valeur et qui ont de l'importance dans le monde et lesquels n'en ont pas, et peut-être se rendre compte que il y a un juste milieu à trouver qui est plus compliqué que tout compte et qui est plus compliqué que rien ne compte. Et c'est ouais, j'ai trouvé ça beau d'avoir enfin un comics qui raconte quelque chose d'un peu neuf sur les comics, parce que c'est le genre de sensation qui me manque, quoi, d'avoir des comics qui racontent une belle histoire, qui parviennent à la fois à être intelligents et en même temps ne pas ressembler à 1000 choses qu'on a déjà vues, tout en étant cohérent. Enfin, c'est juste un cocktail qui me manque dans les comics et que j'étais content de retrouver enfin ici. Voilà, vous l'aurez compris, Benoît était un petit peu moins emballé que Siegfried, et Siegfried était très emballé par ce récit. Et quand Siegfried est très emballé, ben moi j'ai envie de dire, il n'y a qu'une chose qui compte. Une fois que cette alerte a sonné, eh bien, j'ai envie de vous inviter à parler du dernier récit qui, viendra, compléter ce podcast. Et ce dernier récit, eh bien, tel une énigme, il se pose ici, puisque c'est Batman One Bad Day, le Sphinx. Et tiens, on en parlait, le revoilà, Tom King, qui est au scénario, et Mitch Gerads, au dessin. Tiens, du coup, Siegfried, je sais que tu es plutôt pro Tom King. On le sait tous maintenant. Parle-nous un petit peu de ce One Bad Day, parce que j'ai quand même l'impression que les dernières fois qu'on a eu des One Bad Day, c'était pas terrible, terrible. Alors celui-ci sur le Sphinx, comment est-il? C'est le premier One Bad Day qu'on traite dans ces podcasts? Non, non, il y a eu Double Face, non? Il est Pas après. encore? Non, Ouais, on n'a pas parlé encore, il est sorti c'est en vrai? avril. Ouais, ouais. Ah Ouais. d'accord, alors c'est nos discussions perso, alors désolé. Du coup, j'étais en avance, je pensais qu'on en avait déjà parlé dans les podcasts. Vous êtes sûr, c'est le premier, les gars? Ouais, ouais. Ouais, ouais, OK, enfin, OK. Alors autant pour moi, autant pour moi. Je me suis emballé et je pense que j'ai dû confondre podcast et discussion au Paris Fan Festival. Siegfried, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que vaut ce Batman One Bad Day dédié au Sphinx et écrit par Monsieur Tom King? alors, Tom King, donc je l'aime inégalement, il y a des choses que j'ai pas du tout aimé chez lui. Par contre, il y a une personne que j'aime énormément et c'est Mitch Gerads, dont je trouve juste que c'est le meilleur dessinateur contemporain de comics. Rien que ça, mais dont beaucoup ne connaissent pas forcément l'existence parce qu'il dessine juste vraiment beaucoup trop peu et surtout trop peu en continuité. Mais c'est lui qui avait fait par exemple Mister Miracle et Mhm. Strange Adventures pour Tom King, et il a une symbiose avec Tom King qui est juste absolument époustouflante. Enfin, en plus d'être un dessinateur de C'est talent, vrai on que ça, sent ça que fonctionne beaucoup. Tu sais, ça me fait penser, il y a des duos comme ça qui fonctionnent extrêmement bien, comme Brubaker et Sean Phillips, ou tu vois, il y a des duos comme ça qui Azzarello fonctionnent. Bermero, ouais, Voilà, il y a des duos qui fonctionnent très bien. Ouais. Lil Up, ouais, ouais, tout à fait. Ben, là, vraiment, ça fait partie probablement le duo que je préfère dans l'histoire des comics contemporains. Et surtout, Mitch Gerads, c'est vraiment le dessinateur, voilà, probablement mon dessinateur contemporain de comics préféré, rien que ça. Et, euh, et effectivement, là, dès les premières planches, je trouve qu'on est complètement happé par le dessin. Enfin, ça commence juste par, je sais pas, c'est 3-4 planches où on suit juste en vue subjective un personnage, on sait pas qui c'est, enfin juste un kidam, apparemment un peu médiocre, voilà, le truc classique qui manque les entraînements de baseball, enfin qui veut essayer de retrouver sa fille pour la raisonner avant un entraînement de basketball, enfin le genre de personnage pas méchant, un peu médiocre, un peu pas intéressant, et qui tout à coup, pendant qu'il est en train d'écrire à sa fille, est assassiné par le Sphinx. Et j'ai trouvé qu'il y avait une densité de narration en vue de 3-4 planches pour nous mettre complètement dans la peau de ce personnage, pour lequel, au fond, on ne ressent aucune sympathie, mais on est quand même vraiment à sa place et on ressent complètement la brutalité de cette vie interrompue, alors que c'est raconté voilà, en 3 fois rien. Vraiment, pour moi ça tient assez du génie. Enfin, on voit vraiment tout le talent d'écriture à la fois de Tom King et le talent de dessin de Mitch Gerads, et la symbiose des deux dans ces quelques pages qui sont extrêmement immersives, empathiques, extrêmement puissantes. Le reste, malheureusement, m'a un peu moins convaincu. Alors, c'était un peu le souci. Moi, je m'attendais vraiment le mieux parce que, voilà, comme dit, Tom King et Gerads, qui en plus racontent une histoire de One Bad Day sur le Sphinx. Enfin, c'était vraiment un combo assez parfait. Ça s'appelle One Bad Day parce que c'est dans la suite explicitement de Killing Joke. Je vous rappelle que tout le concept de Killing Joke, c'est que le Joker veut démontrer à Batman et au lecteur que une seule mauvaise journée peut faire basculer n'importe qui dans la folie et dans le mal. Et donc il l'utilise pour ça comme cobaye Gordon. Et en fait, à la fin, il a échoué parce que Gordon, non seulement est sauvé par Batman, mais Gordon est parvenu, malgré tous les sévices que lui subit et que Barbara subit, à conserver la raison. Et Batman lui-même parvient à rester du bon côté. Donc, Killing Joke est une preuve de l'échec de la théorie du One Bad Day du Joker. Et en fait, on découvre dans le Sphinx que
le Joker avait cette idée de One Bad Day, mais qu'il savait pas trop comment la mettre en place, et donc il a demandé au Sphinx, tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour prouver ce concept du One Bad Day à Batman? Et donc c'est le Sphinx qui lui a dit, ben va faire du mail à Barbara, tu sais où elle habite, ça sera une bonne manière de lancer l'intrigue. Donc en fait, le Sphinx est responsable de Killing Joke. Bon, je trouve que c'était une bonne manière, juste en deux planches, de montrer à quel point le Sphinx était important, de le replacer dans cette continuité de Killing Joke, tout en réexpliquant au lecteur le concept du One Bad Day, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous en tête. Enfin, on n'a tous pas tous, déjà peut-être pas tous lu Killing Joke, c'est un tort, rattraper ça tout de suite, mais peut-être on l'a pas tous assez en tête pour se souvenir spécifiquement du concept du One Bad Day qui est développé par le Joker. Donc c'est une excellente manière de résumer ça. Et donc, encore une fois, le Sphinx essaie de montrer ça à Batman. Et comment il essaie de le faire? Il essaie de le faire en tuant donc ce personnage qu'on voit dans les premières planches, qui est un meurtre complètement premier degré. C'est-à-dire que pour la première fois, le Sphinx n'a pas fait d'énigme pour que le Batman puisse sauver cette personne au dernier moment, par exemple. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de second degré. Il vient juste et il tue ce personnage apparemment complètement innocent avec lequel il semble n'avoir aucun lien. Et j'ai trouvé ça assez fort aussi parce que paradoxalement, l'homme mystère, qui est donc celui qui se définit par le fait qu'il fait constamment des mystères, du coup devient prévisible. Alors que le mystère est par définition, est supposé être par définition imprévisible. En fait, on sait très bien ce que va faire on sait toujours ce que va faire le mystère. Il va poser un mystère qui va permettre à Batman de sauver une personne, et ce mystère sera déjanté, mais en fait on s'attend à ce que ce mystère soit posé et résolu par Batman. Et donc comment est-ce que l'homme mystère peut faire un vrai mystère, c'est-à-dire quelque chose sur quoi Batman pourrait vraiment s'interroger, et pas juste s'interroger de façon prévisible comme d'habitude, bah c'est de tuer quelqu'un sans aucun mystère. Donc c'est un paradoxe, mais qui va vraiment jusqu'au bout du concept de l'homme mystère, qui effectivement surprend complètement Batman, et en fait surprend toute la ville de Gotham. Et là c'est peut-être un peu extrême, parce que le récit est quand même relativement court, je crois que c'est une centaine de pages à peine, et on voit que Batman est absolument terrorisé par cet acte qu'a fait le Sphinx, et il ne parvient pas à avoir prise. Il est déboussolé par le fait que le Sphinx lui échappe complètement, parce qu'il n'a pas l'habitude, lui qui a vraiment internalisé tous les patterns, tous les schémas de chacun des super vilains. Il est juste complètement déboussolé par le fait que ce personnage du Sphinx, qui est tellement intelligent, parvienne cette fois à dépasser ce qui est finalement une limitation, la limitation de ses énigmes, pour être juste intelligent et mauvais. Et, surmonter tous ces blocages. Effectivement, tout à coup, Batman admet qu'il est complètement impuissant par rapport à lui. Il laisse le Sphinx prendre l'emprise avoir une emprise totale sur la ville de Gotham. Et c'est quelque chose qui, voilà, pour moi, fait partie des défauts du récit, parce que à la fois c'est extrêmement prometteur de voir Batman complètement impuissant face à ce mystère qui le dépasse complètement, et en même temps c'est extrêmement rapide, et surtout il n'y a pas de vraie résolution sur le fait que c'est un peu frustrant pour le lecteur quand même de voir Batman qui est juste impuissant. Voilà, il l'admet juste, effectivement, je ne peux rien faire. Tu es libre, vas-y, je gouverne Gotham, moi je ne suis plus rien, je ne peux plus rien faire contre toi. Et en fait, c'est pas la fin du récit à proprement parler, mais ça pose juste un nouveau statu quo qui, à mon avis, n'est pas résolu, enfin que peut-être Tom King n'a pas eu la place de résoudre, ou n'a pas eu le temps, n'a pas voulu résoudre à la fin pour avoir une conclusion un peu plus intellectuelle. Conclusion qui essaie de rappeler celle de Killing Joke, et justement je trouve que, enfin vous vous souvenez tous de celle de Killing Joke, et je trouve que l'effet miroir, on sent vraiment que ça ne marche pas du tout avec le récit, ça marche pas du tout avec ce passage du 5, ça marche pas du tout avec ce passage du Joker. C'est vraiment juste Tom King qui montre que regardez à quel point je suis intelligent, je fais la même fin que Killing Joke, même si ça se justifie dans Killing Joke, et ça se justifie pas du tout de faire la même ici. C'est juste une espèce d'effet de rime pseudo-intellectuel, mais qui en fait ne raconte rien. Et ça m'a laissé sur une frustration thématique, parce que j'ai eu l'impression que les questionnements et l'univers qui étaient supposés être ceux de ces One Bad Day, en fait, ne mènent pas à grand chose là, alors que la promesse était vraiment forte et vraiment bien menée jusqu'au milieu du récit à peu près. Donc voilà, c'est un comics qui pose de bonnes questions, qui est merveilleusement bien dessiné, et à mon avis c'est quelque chose que je recommanderais de lire quand même, parce que ça reste très bien écrit, magnifiquement bien illustré, et ça continue de poser des thématiques qui sont intéressantes dans une filiation à Killing Joke qui pose des analyses qui peuvent être sympathiques, et qui surtout permet de redéfinir le Sphinx d'une façon qui n'est pas capitale, mais qui est quand même tout à fait honnête. Effectivement, on comprend ce personnage du Sphinx par le portrait que tente d'en dresser le Tom King. Donc si vous aimez le Sphinx, c'est pas mal aussi. Mais il y a quand même une frustration thématique, parce que tous ces thèmes qui sont si bien posés, tous ces postulats qui sont si bien exposés, en fait, ne mènent pas à grand chose de narrativement satisfaisant. Et ça reste une faiblesse, à mon avis, que Tom King et Gerard auraient dû résoudre, plutôt que de se contenter d'un truc pseudo-ouvert et pseudo-intellectuel qui, à mon avis, ne remplit pas tout à fait sa promesse.
OK, donc mi-figue, mi-raisin, comme diraient, certains pour Siegfried et du coup, toi, Benoît, quel est ton avis sur la question? Est-ce que, du coup, tu as apprécié, ce récit de Tom King, même si on sait que tu n'es pas pro Tom King, pour le coup? Ouais, exactement. En fait, la première lecture que j'ai faite de ce comics, je sais pas, ça m'a vraiment pas plu. Je sais pas, j'ai eu une espèce de rejet et je l'ai relu, hier et je sais pas, je suis arrivé à beaucoup mieux rentrer à l'intérieur et c'est vrai que cette puissance du Sphinx est bien amenée. J'ai trouvé il y avait une montée en puissance du personnage qui terrorise vraiment, Gordon, et l'ensemble de la population de Gotham. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien écrit. Vraiment la frayeur que tout le monde a envers ce personnage qui, en fait, utilise uniquement son intelligence, pas de force physique, pour le coup. Et on a un Batman qui, en face, par contre, alors, est complètement décontenancé. Il mène d'ailleurs des enquêtes où il va voir le père du Sphinx et cetera, où j'ai trouvé que ça avait pas d'intérêt, en fait. Toute cette enquête-là, sa partie enquête, en fait, on s'en fiche complètement, les flashbacks de la vie d'Enigma, quand il était jeune, son premier meurtre, et cetera, c'est la réflexion qu'il a, étant donné que son père lui fait peser sur lui beaucoup de pression, comme je pense beaucoup d'enfants, hein, sur beaucoup d'enfants qui viennent de l'élite quand même. Mais du coup, ça nous amène une origin story qui est intéressante. Pas hyper, originale, mais on va dire, intéressante. Et voir ce Batman être complètement dans le noir, hein, bon, pour une chauve-souris, c'est normal, mais avec l'ensemble de son enquête, j Ne rien voir je dans le du noir, par contre, c'est pas normal pour une chauve-souris. oui, ouais, exactement. Mais là, du coup, je comprends pas cette partie-là. Voilà, parce qu'en plus, ça ne sert absolument à rien. Les personnes qu'il va voir ne servent pratiquement à rien. Et on a quand même, à la fin du récit, lorsqu'ils sont sur le terrain de basket et cetera, avec ce Nigma qui est finalement face à Batman, quoi, qui est quand même une armoire à glace, normalement, quelqu'un d'effrayant. Lui qui est en train de jouer au basket, en disant: «Si tu me touches, je bute quelqu'un». C'est déstabilisant, quoi. Moi, jusque-là, à peu près, ça m'a plu. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Siegfried, la fin peut être, bien prise parce que voilà, ça fait référence à Killing Joke. Moi, honnêtement, la 1re lecture, j'ai dit: «Ouais, bon, c'est pas c'est du Killing Joke, quoi». Voilà, il s'est pas trop emmerdé la vie, Tom King, il a fait du copier-coller. Maintenant, voilà, quand je l'ai relu hier, je me suis dit: «Bon, ouais, ça peut là, pour le coup, on peut avoir le Sphinx qui a été pas plus fort que le Joker, mais qui a peut-être réussi à faire péter vraiment un plomb à Batman». Mais encore une fois, même si c'est cette conclusion-là à laquelle on arrive, c'est pas bien amené. Moi, je vois la terreur dans les habitants de Gotham, dans celle de Gordon, parce qu'on voit vraiment la puissance du Sphinx. Mais Batman, comme il est à droite, à gauche, j'ai pas senti cette montée en puissance, chez lui, cette frayeur, incapacité finalement. On le voit un petit peu lorsqu'il va voir la mère, du personnage au tout début qui se fait buter, hem, où La il femme, est ouais, complètement ça voilà son épouse. la femme de la 1re victime, où il est en Bruce Wayne d'ailleurs et il va lui dire que, bah, ouais, ouais, ben voilà, le Sphinx est en liberté, quoi. Ah! Et Batman, il fait quoi? Bah, rien. Ah! Bon, voilà. Et du coup, il manque cette montée en puissance. Je suis d'accord avec Siegfried, je pense qu'il manque des pages. Il manque des pages, il manque une espèce pas d'intrigue secondaire, mais il manque quelque chose, sur le personnage de Batman. C'est dommage, parce que c'était pas mal amené et c'est vrai que le dessin est magnifique. Cette conclusion, je m'y attendais pas. Heu, du coup, c'est vrai que le dessin est magnifique. C'est une belle conclusion. Lisez Hem, Lister Miracle, qui est de Tom King et que je trouve génial avec ce dessinateur d'ailleurs. Tout à fait. Mister Miracle que je n'ai toujours pas lu non plus, de Oh! mon côté. Il est dans ma palle, mais j'ai pas eu le temps de le lire et je peux C'est pas te pareil, dire, c'est c'est pas Strange possible. Adventures, qui est un peu la suite spirituelle
Ouais, Sam ouais. Riegel, c'est absolument somptueux aussi, enfin graphiquement. Exact. Rien que pour le côté graphique, ça vaut totalement le coup d'acheter le Sphinx. Enfin, ça fait partie des comics. Pour moi, il y a pas de vraie raison de pas le lire parce que c'est pas très cher, c'est pas très long. Les thèmes restent quand même intéressants, même s'il y a une frustration forcément à la fin, à la fois par rapport à la psychologie de Batman, la montée en tension et thématiquement. Mais les thèmes sont quand même intéressants et c'est absolument somptueux. Donc bon, ça reste une lecture qui, dans tous les cas, a vraiment de l'intérêt en tant que tel. Donc, effectivement, vous m'avez cassé mon introduction jusqu'au bout, les gars, où je disais que, bah, c'était pas terrible. Effectivement, Batman One Bad Day, le Sphinx, donc c'était plutôt bon, même si quelques déceptions sur certains points, mais dans l'ensemble, plutôt bon, vous l'aurez compris. Et vu qu'on commence à diverger un petit peu dans cette discussion, j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être la fin de ce podcast, tout simplement. Donc merci Siegfried, merci Benoît pour votre présence ce soir dans ce nouveau podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à liker ou à poser des commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur batmanlegend.com. Enfin bref, de partout où vous nous trouverez. Nous sommes présents un petit peu de partout. N'hésitez pas à laisser des avis, des commentaires. On voit ça. Je vois que de plus en plus de personnes laissent des petits messages, des petits commentaires et ça fait toujours plaisir. Donc, merci pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Merci. Ciao, ciao, ciao. Salut!